C'est l'heure de notre second débat. Comme chaque soir, on prend du recul, vous le savez, on sort de l'actualité du jour pour prendre le temps de creuser un thème de société. Ce soir, l'avenir de Twitter depuis son rachat par Elon Musk, licenciement de 3500 salariés, fuite des annonceurs, réintégration de Donald Trump et de 62 000 comptes bannis pour de multiples infractions. Le milliardaire met-il en péril son réseau social? Et puis c'est beaucoup plus vaste que ça, le fonctionnement de nos démocraties. Avant d'en débattre, le point sur une crise qui dure depuis le 27 octobre avec Jonathan Dupriez. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Twitter. Le réseau social racheté au mois d'octobre par le milliardaire Elon Musk semble bouleverser ses principes jusqu'à renier certaines de ses règles. Dernier revirement en date, la plateforme ne fera plus la chasse aux fausses informations sur le Covid-19. À partir du 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19. Ces dernières semaines, le réseau social basé à San Francisco semble s'enfoncer dans une grave crise interne. Elon Musk a brutalement licencié la moitié des effectifs de la plateforme, quelques 3500 salariés. Une décision qui laisse planer le doute sur la stabilité technique de la plateforme à court terme. Autre décision ayant défrayé la chronique, celle de rétablir certains comptes supprimés au nom de la liberté d'expression. Un choix décidé par un simple sondage des utilisateurs. Le peuple a parlé. L'amnistie débute la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei. Cas emblématique, Donald Trump pourrait de nouveau se créer un compte. L'ancien président américain avait définitivement été suspendu de Twitter en 2021 pour y avoir incité ses partisans à envahir le Capitole. Mais à ce stade, l'ancien président américain ménage le suspense sur un éventuel retour. J'ai entendu dire qu'il y avait un grand sondage sur un retour sur Twitter. Je ne m'en préoccupe pas pour le moment. Je ne vois pas pourquoi je reviendrai. Ils ont beaucoup de problèmes chez Twitter. Peut-être que ça passera. Peut-être que ça ne passera pas. Ils ont des problèmes considérables. Entre coups d'éclat et coupes budgétaires, de grandes incertitudes planent désormais sur l'avenir du réseau social, déficitaire de longue date. En 2021, Twitter a perdu 221 milliards de dollars contre seulement 5 milliards de recettes. Avec ses méthodes jugées brutales, Elon Musk prétend toujours vouloir relever la plateforme. Les invités de notre second débat tout de suite. Martha de Cidrac, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, vice-présidente du groupe numérique au Sénat. Thomas Huchon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Journaliste d'investigation, spécialiste du numérique, auteur de ce livre Anti-Fake News, écrit avec Jean-Bernard Schmitt et publié aux éditions First. J'accueille également Nicolas Van Bremerch, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président du think tank du Cercle de réflexion Renaissance numérique. Et Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Rebonsoir Mathieu. Bon, je rappelle... Le prix d'achat de Twitter, quand même, 44 milliards de dollars posés sur la table par Elon Musk pour racheter le réseau social. Est-ce que, alors, question très générale pour commencer, est-ce que voilà, l'arrivée d'Elon Musk, ce qu'il fait de Twitter depuis un peu plus d'un mois, est-ce que ça vous inquiète ? Inquiété peut-être un peu fort, attendant de voir, mais en tout cas ça interpelle, oui. Ça interpelle, ça nécessite un petit peu de, je dirais, un regard un peu plus... pointu sur ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui et puis notamment de quelle manière cela va évoluer. En fait, c'est surtout ça. Donc pour le moment, on va voir. On va regarder. Et la façon dont le législateur pourrait s'en emparer éventuellement. Oui, pourquoi pas. C'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Ouais, et on en parlera évidemment en détail un peu plus tard dans ce débat. Thomas Huchon, on va faire un tout petit peu de pédagogie pour nos téléspectateurs qui n'utilisent pas Twitter. Il y en a certainement. Peut-être vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi c'est un réseau social important aussi. Grosso modo, on dit que Facebook, c'est le média de l'archive, Twitter, c'est le média de l'instant. Ça veut dire que c'est l'endroit où on va regarder ce qui se passe quand ça se passe. Et c'est devenu, depuis une quinzaine d'années, un lieu à la fois d'information, un lieu de discussion politique, un lieu de débat, de polémique. Et si ce réseau social compte beaucoup moins d'utilisateurs que les principaux, si on prend Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs, Instagram 1 milliard, TikTok 1 milliard. Twitter, ce ne sont que 300 millions de personnes. Mais 300 millions de personnes qui pèsent dans les sociétés, dans les pays dans lesquels ils évoluent. Souvent des personnalités influentes, c'est ça ? Alors souvent des personnalités influentes. On va retrouver, bien entendu, des politiques, on va retrouver des journalistes, on va retrouver des spécialistes de questions spécifiques. En l'occurrence, là, on a un spécialiste du numérique, c'est pas totalement
aberrant qu'il soit aussi sur Twitter et les réseaux sociaux, certes. Mais effectivement, c'est devenu à la fois une source d'information, un lieu de débat, et c'est devenu pour les vieux médias, pour les médias professionnels traditionnels, eh bien une manière aussi de prendre le pouls de l'actualité. Attention sur Twitter, tout ce qui fait le buzz n'est pas toujours un buzz naturel. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui vont utiliser ce qu'on appelle des bots, donc des ordinateurs, des machines pour pousser pour faire remonter des thématiques dans la conversation générale. Et donc Twitter, c'est à la fois un lieu de la réalité et puis c'est un lieu où il y a des fake news, où il y a des choses qui sont absolument gonflées de manière artificielle. C'est un réseau social finalement qui ressemble un peu aux autres. Oui, Thomas Van Bremerch, c'est aussi un outil de travail, quoi. Il faut dire ça. Alors pas seulement pour les journalistes, mais notamment pour les journalistes, Twitter. Oui, en fait, dans l'architecture des réseaux sociaux et du web, Twitter joue un rôle assez clé. C'est un rôle centripète, un rôle qui connecte, qui rassemble. Un rôle d'agora, d'espace public le plus possible. Les autres ont plutôt des tendances à être dans des micro-communautés, de dispersion, etc., qui posent des problèmes de fragmentation, de dispersion. Twitter est un lieu de confrontation, plutôt, de rassemblement, où les communautés s'affrontent plutôt qu'elles ne se rassemblent entre elles, où les médias sont ensemble. Et un des problèmes de Twitter fondamental, que Musk essaye de résoudre ou qu'il a révélé, c'est qu'on est sur un réseau social qui, au bout de 14 ans, n'avait toujours pas trouvé son modèle économique, n'avait pas d'équilibre, et où tout le monde avait intérêt à participer à Twitter, mais personne ne payait. Public Sénat a sûrement un compte Twitter. Oui. J'ai un compte Twitter, j'ai jamais payé. Public Sénat non plus, vous non plus. Personne d'entre nous. On avait un objet commun avec tous un intérêt public à utiliser ça, mais qui était fondé sur un équilibre économique très très précaire et auquel on n'était pas responsabilisé. Non, mais on ne paye pas pour les autres réseaux sociaux non plus. Oui, mais ils ont trouvé un modèle publicitaire beaucoup plus costaud. Et c'est Madame Michu, c'est du ciblage publicitaire, tac, tac, tac. Je parle de certains sujets, je fais du ciblage et de la pub. Sur Twitter, on a une fonction d'espace public, mais on n'est pas prêt à y participer. On connaît la formule, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça marche aussi pour Twitter Ça marche exactement pour Twitter. Moi, je fais, avec mes étudiants à Sciences Po, une expérience qui est de télécharger les données personnelles que Twitter a amassées sur nous. Et donc moi, par exemple, quand je fais ça, je découvre que je suis ciblé par une marque d'électronique qui fait soi-disant attention aux questions de vie privée parce que je suis la page de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et donc, il y a aussi sur Twitter une forme de profil de votre identité numérique qui est réalisée et sur lequel Twitter va gagner de l'argent en vendant ça à des annonceurs. Vous l'avez rappelé, sur Internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et sur Twitter aussi, peut-être que ce réseau social n'a pas trouvé, comme d'autres, la manière de monétiser dans un deuxième temps cet aspect données personnelles. Alors, l'aspect agora dont vous nous parlez, c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu démocratique intéressant dans ce débat et dans le rachat de Twitter par Elon Musk. Pourquoi ce milliardaire qui a enchaîné les succès avec Tesla, avec le spatial, avec SpaceX, pourquoi rachète-t-il Twitter? Cette analyste d'une plateforme d'investissement britannique a sa petite idée, on l'écoute. Twitter est un média majeur. Il est très utilisé par les journalistes. Et il joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'ensemble des médias. De nos jours, beaucoup d'informations sont partagées sur Twitter. Beaucoup de nouvelles de dernière minute. Et les journalistes obtiennent une grande partie de leurs pistes et de leurs sources grâce à Twitter. Il n'est donc pas surprenant que la prochaine frontière qu'un milliardaire veuille franchir soit les médias. Marta Tsidrack, on sait que dans le passé, des réseaux sociaux ont pu influencer le cours d'une élection, notamment aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il faut surveiller de près ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, j'ai presque envie de dire ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que lorsque cela arrive à cette échelle-là, évidemment, tout le monde suit ça de près, on le relève, vous voyez, on en parle encore. Moi, je crois que la raison réelle pour laquelle il faut qu'on suive de près les différents réseaux sociaux, aujourd'hui on parle de Twitter, mais dans une certaine mesure, c'est valable pour les autres réseaux sociaux aussi. C'est un petit peu ce qui a déjà été évoqué, c'est l'individu, c'est-à-dire nous, tout un chacun, de quelle façon nous devenons soit produits, vous avez parlé de produits nous-mêmes, soit influencés et influenceurs. Donc tout cela, il faut faire attention parce que chacun de nous, dès lors que nous sommes sur les réseaux, nous avons notre petite communauté. Et donc, qu'est-ce que nous allons diffuser dans cette communauté dès lors que nous sommes
vous voyez, poreux à ce qui nous viendrait d'ailleurs. Et ce ailleurs, justement, n'est pas toujours très clairement identifié sur Twitter. Donc je pense que c'est au-delà d'élections qui pourraient être orientées, suivies, influencées, c'est plus sur le volet citoyen et donc sur le volet démocratique en réalité. Alors ce volet citoyen, ce volet démocratique qui nous ramène à la question de la modération, on va dire ça comme ça, on va y consacrer un chapitre entier, mais je voudrais parler maintenant des premières décisions d'Elon Musk et peut-être... On nous a tous dit qu'il va y avoir un risque de panne de Twitter. Il a licencié plus de 3500 employés, c'était à peu près la moitié des effectifs, Thomas Huchon. Puis alors il en a perdu d'autres parce qu'il a envoyé un mail... on va dire particulier, il leur réclamait de travailler de longues heures à haute intensité. Bon, il y a donc un départ de personnel assez important. À quel point ça met Twitter en péril? Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Déjà, je crois que ça révèle quand même une immense brutalité. Dans la gestion de l'entreprise. Les gens qui ont été licenciés par Elon Musk ont reçu un email avec un mème de Donald Trump dans l'émission The Apprentice, dans lequel il disait « You're fired », vous êtes virés. C'est-à-dire qu'ils découvraient qu'ils étaient licenciés dans un email avec une vidéo de Trump qui se moquait d'eux, quoi. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement brutal, y compris pour la société américaine, dans lequel on sait que les protections sociales sont pas exactement les mêmes que dans notre pays. Donc il y a déjà quand même une forme de contrôle à l'intérieur de l'entreprise qui se fait et qui est quelque part un peu inquiétant. Dans une société démocratique, dans une entreprise privée, il faut des contre-pouvoirs. Et en fait, le principal problème auquel va se retrouver confronté Elon Musk, c'est que à force de détruire tous les contre-pouvoirs internes, de se priver de l'expérience et de l'expertise de tout un tas de salariés très compétents qui travaillaient chez Twitter. Il a vraiment viré aussi des cadres dirigeants. Il y a une photo assez inquiétante d'ailleurs qui montre bien un peu l'ambiance qu'il y a chez Twitter. Il ne faut pas oublier d'où viennent ces bonhommes-là. Elon Musk, c'est un des tenants de ce qu'on appelle le paternalisme libertarien. C'est une philosophie politique qui existe aux États-Unis, qui est un peu celle qui a irrigué la Silicon Valley. C'est une philosophie qui dit que les êtres humains ne sont pas capables d'atteindre le bien-être seuls et qu'il faut les y aider. Dit comme ça, on se dit, tiens, c'est peut-être pas si grave, si dangereux. Mais en réalité, ça dit quoi? Ça dit que finalement, il y aurait un peu des super êtres humains qui comprendraient ce qui est bien pour les autres, et puis d'autres qui devraient obéir. Cette idée-là, appliquée à un personnage comme Elon Musk, qui a non seulement une immense fortune, mais en plus un pouvoir démesuré au sein de ces entreprises. Il n'y a pas de contre-pouvoir à Elon Musk dans les entreprises d'Elon Musk. Il ressemble un peu là-dessus à Mark Zuckerberg. Par exemple, chez Google ou chez Amazon, les patrons ont une forme d'actionnariat qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui possède vraiment la machine et qui peut faire ce qu'il veut. Ouais. Moi, je suis un peu inquiet quand je vois, par exemple, cette photo où on voit qu'il a viré 50% des effectifs. Et sur une photo, on voit qu'il y a à peu près la moitié de femmes dans la photo. Et puis sur la deuxième photo, il n'y a plus une seule femme. Donc il y a aussi cette espèce de logique un peu viriliste qui est des tenants de la Silicon Valley qu'on va retrouver et qui, à mon avis, est très inquiétante. Oui, Thomas Van Bremersch, est-ce qu'il fait toujours un peu la même chose, Elon Musk, quand il prend possession d'une entreprise? Il y a ce côté, je vais dire à la hussarde, c'est presque trop sympa, mais voilà, il y a le côté provocateur, ça, on veut bien faire la part des choses. Il y a la violence que décrivait Thomas Huchon. Est-ce que c'est son mode de fonctionnement? Je sais pas, il n'a pas un mode de fonctionnement typique parce qu'à chaque fois, il a une manière de gouverner ses entreprises qui va être différente. Oui. En revanche, il aime prendre des risques, ça c'est certain, et il aime mettre les entreprises au bord de la faillite ou de la difficulté pour forcer leur destin, pour aller chercher de manière extrêmement radicale les changements. Tesla ou SpaceX ont failli mourir plusieurs fois, chacune d'entre elles, et vraiment failli, ça s'est joué à très peu de choses. Et avant que Tesla devienne une entreprise qui vaut plus que toutes les entreprises automobiles du monde, et qui a en quelques années, ouais. Tesla a failli faire faillite plein de fois et est passé par énormément de moments où ils ont failli ne jamais y arriver. Et donc, mais en revanche, il a rarement repris des boîtes très anciennes depuis 15 ans. Il a plutôt été intervenu, pas forcément créé, ou intervenu très tôt dans les entreprises, dans une stratégie de choc, où il itère très vite pour essayer de trouver une formule. Donc là, c'est la boîte la plus vieille, entre guillemets, là, c'est la boîte la plus vieille, et puis c'est une boîte qui est utilisée par 300 millions de personnes, quoi. Donc ça fait assez bizarre quand même, on n'a pas l'habitude, parce qu'au début de Tesla, c'était pas très grave, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, et puis ça avait peu de répercussions. Donc là, il fait ça face à quelque chose qui est utilisé par 300 millions de personnes. C'est très bizarre, c'est très brutal, c'est très étonnant. Mais
d'un certain point de vue, moi je trouve ça, évidemment, je suis d'accord avec les menaces, notamment sur la gouvernance, sur le fait qu'il soit seul aux commandes et qu'il n'y ait pas de gouvernance du tout des utilisateurs, etc. Même s'il donne des signes actuellement de montrer qu'il est en train d'accepter des contre-pouvoirs open source, des logiques de librairie tierce, etc., des logiques de gouvernance tierce qui me semblent intéressantes. Il va essayer de les refaire. Mais là, il joue le révélateur d'un truc qui ne marchait pas depuis longtemps, qui était ça a mal beaucoup foutu, perdu qui ne d'argent, fonctionnait ça en pas. gagnait un tout petit peu. Oui, mais pas que financièrement aussi, qui rendait mal ses services, qui n'arrivait pas à fabriquer bien sa modération, qui n'arrivait pas à se conformer aux régulations qu'on lui demandait, etc., etc. Et donc, on avait un outil qui, grosso modo, était un mauvais équilibre, un équilibre de bas niveau, merdique, et lui, il dit je vais casser pour essayer de reconstruire. Et c'est assez intéressant. C'est très inquiétant sur la manière, la méthode. Bon, la méthode, elle est violente, elle est dure, mais quand une boîte est au bord de la faillite, parfois il faut un peu lui mettre un coup d'électrochoc dessus. Il est très violent, il est très américain, etc. En France, évidemment, les gens vont être, ça va être un petit peu différent, etc. Mais c'est autre chose. Mais le révélateur, je pense, est intéressant. Ouais. Mais alors, il y a quand même, vous le dites, il prend des risques. Le risque, il est actuel. Écoutez l'architecture technique, en quelque sorte, de ce réseau social. C'est ce qu'explique ce professeur de droit de la concurrence aux États-Unis, s'appelle William Kovacic. Pour maintenir un programme efficace de protection des données et préserver l'efficacité des mesures de protection, il faut que des équipes importantes de personnes travaillent ensemble de manière efficace. Si vous perturbez ces équipes en licenciant un grand nombre d'entre elles ou en créant un environnement dans lequel un grand nombre d'entre elles choisissent de partir, vous vous retrouvez soudain avec un sérieux déficit d'expertise et de personnel. Et c'est exactement dans ce type de circonstances que de graves défaillances dans la sécurité des données et d'autres caractéristiques des opérations de l'entreprise se produisent. Thomas Huchon, c'est le bon moment pour les hackers d'aller piquer les données personnelles sur les réseaux sociaux Twitter, si je comprends bien. Mais en tout cas, il y a une crainte de la part de tout un tas de spécialistes en sécurité informatique que le fait de déplumer quelque part les équipes en interne qui gèrent ces problématiques de sécurité informatique, mette en péril un certain nombre de systèmes de protection sur les serveurs, sur les infrastructures même de Twitter. On voit qu'il y a effectivement... Sur les droits d'auteur, par exemple, il y a des films complets qui ont été publiés. Oui, il y a tout un tas de choses. Ça veut dire que le système de modération fonctionnait pas. Alors ça, je pense que c'est quand même un truc sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord, y compris Elon Musk. Le système de modération de Twitter ne fonctionnait pas. Twitter n'a jamais vraiment voulu répondre publiquement sur le nombre de modérateurs qui existaient sur la plateforme. On ne savait pas, dans ce nombre qui était de quelques milliers, on a réussi à l'estimer à quelques milliers à un moment, donc quelques milliers de personnes pour mesurer ce que disent 300 millions de personnes. C'est assez dingue en fait en proportion. Ouais. Et surtout, on voyait bien en tant qu'utilisateur, même en tant que personnalité entre guillemets un petit peu publique ou visible, que cette modération fonctionnait pas très bien. Moi, je vois assez rapidement quand je poste un message et que je signale un certain nombre de comptes qui me disent des choses pas toujours très sympathiques, qu'il n'y a pas énormément de choses qui est faites. Il n'y a pas beaucoup de réactivité. Non, et qu'à posteriori, il n'y a pas grand-chose, que quand on fait des démarches judiciaires, l'autorité judiciaire française se retrouve bloquée et n'a pas de réponse de la part de Twitter. Donc, il y a quand même un truc là-dessus. Le problème, c'est que ce qu'il a fait depuis 3 semaines, c'est plutôt de supprimer la modération que de rajouter de la modération. En l'occurrence, il a expliqué il y a quelques jours que ça y est, il n'y aurait plus de modération des mensonges et des fake news sur le Covid-19. C'est une économie en même temps. Ah c'est bien entendu une économie, hein, et effectivement. Alors il faut expliquer pourquoi c'est une économie, parce que les fake news, payer les modérateurs, ça coûte cher, et les fake news, ça fonctionne. Les fake news ont une... Disons que c'est assez compliqué de le dire comme ça, mais grosso modo, ça joue sur des choses qui captent mieux l'attention. Et donc, comme ça capte mieux l'attention, ça fait que les gens restent plus longtemps sur la plateforme, on sait mieux qui vous êtes, on vous cible mieux avec des publicités. Cette espèce d'horrible logique qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, c'est pas l'apanage de Twitter, en fait, il va se retrouver renforcé. Moi, ma vraie crainte, elle est que... comment va se comporter sur des questions démocratiques essentielles un homme qui publie des articles en expliquant par exemple que Hillary Clinton est morte en 2016 et qu'elle a été remplacée par un fantôme, par un double. Donc c'est quand même quelqu'un qui va amener à ses millions de followers sur Twitter des sources d'informations qui sont plus que douteuses, voire carrément complotistes. Donc je sais bien que la liberté d'expression américaine permet des tas de choses que nous Français ne comprenons pas toujours, mais
il y a en France la loi française qui doit primer. En tout cas, ça me semble être, dans un lieu comme ici, quelque chose que nous devons dire. Et évidemment, sur cette question de modération, témoignage d'une utilisatrice, c'est une étudiante américaine. Voici ce qu'elle nous dit sur ses craintes. Il n'y a plus qu'un propriétaire, ce qui lui donne en quelque sorte tout le pouvoir. Et je pense que les choses vont probablement empirer sur Twitter s'il essaye de donner plus de liberté d'expression. Simplement parce que cela permet aux fausses informations de circuler, aux discours haineux, aux choses de ce genre de se produire. Il risque également d'y avoir peut-être davantage de harcèlement. Pour moi, tout ça, c'est plutôt négatif. Marta de Cidrac, si on parle de la violence qui peut s'exprimer sur Twitter, cette étudiante parlait de harcèlement, elle vise aussi les personnalités publiques. Donc ça, c'est une dimension qui est importante à signaler et à analyser. Est-ce que ça fait partie des dossiers sur lesquels vous pourriez, dont le Sénat pourrait s'emparer ? C'est un point très important, mais au-delà des personnalités politiques ou personnalités tout simplement, moi je pense qu'il faut quand même aussi que nous-mêmes soyons un peu modérés dans nos propos. Twitter, ses défauts, le manque de modération existait déjà avant. En fait, on avait déjà des vrais sujets autour du harcèlement, Elon Musk ou pas Elon Musk. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel, évidemment, nous devons travailler tous collectivement autour de cela. Deuxième point que je voudrais aussi partager quand même, c'est que j'ai un petit peu le sentiment que depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, on se focalise beaucoup sur sa brutalité que vous avez très bien décrit, d'un point de vue chef d'entreprise, en fait. Mais pour le moment, cette brutalité-là, hormis les quelques tweets que vous avez signalés, complotistes et autres, mais on les connaissait déjà d'avant, en fait. Et des complotistes sur le réseau existent déjà avant Elon Musk. Donc, une fois qu'on a bien fait, qu'on a bien posé le sujet, qu'est-ce que deviendra demain Twitter avec quelqu'un à sa tête qui, on soupçonne, moi je prends toutes les précautions d'usage, on soupçonne effectivement lui-même de diffuser parfois des informations qui ne sont pas vérifiées. En tant que tel. Donc il est vrai que là-dessus, le législateur en France doit s'y intéresser, doit regarder ce que va devenir Twitter en tant que tel. Mais moi, je rappelle simplement qu'il y a déjà eu une tentative législative qui a été faite avec la députée Avia. On avait souhaité à un moment donné, quand je dis on, le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, on a vu les faiblesses en fait, et l'approche qui avait été portée à ce moment-là, à tel point que le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre. Donc il y a effectivement encore une certaine difficulté aussi, moi je le dis comme ça, de définir ce qu'est une vraie ou une fausse aussi information. Qui la détermine ? Qui la porte ? Et donc ça, je crois que c'est un vrai débat démocratique pour le coup, en effet. Non, je trouvais que c'est intéressant que ce soit une élue qui nous dise au début, qui invite à la modération, notamment vous parliez des attaques sur les personnalités publiques ou sur le personnel politique. Parce que moi, je trouve que le niveau de tension, de violence au sein même de la classe politique sur Twitter est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était il y a 5 ou 10 ans. On lit des tweets de députés... Il n'est pas lié au changement de gouvernance de Twitter. Nullement, qui est lié aussi à l'exacerbation des antagonismes et du débat public, mais qui se passe dans ce lieu-là. Et certains élus se permettent beaucoup plus sur Twitter que alors j'allais dire dans l'hémicycle, non, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans l'hémicycle. On parle d'ailleurs d'une forme de tweet. Oui, dans l'Assemblée. Bien sûr. Et exactement, il y a une très nette différence. Et on parle même d'une forme de twitterisation de la vie politique. Mais en fait, je pense que vous avez totalement raison, Mathieu. Ces plateformes numériques, elles n'ont pas que de l'influence dans le monde numérique. Et en fait, vous savez, ce téléphone que nous avons entre les mains toute la journée, on le regarde en moyenne 241 fois par jour. 241 fois par jour, on est connecté à ce petit truc-là. 241 fois par jour, on voit le monde non plus en « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord avec vous », mais « je vous aime pas ». Oui. Peut-être que ce réflexe, que nos cerveaux qui sont en permanence stimulés par ces petits algorithmes, ont aussi des impacts sur la vraie vie et que la détérioration de la qualité et de l'ambiance du débat politique en France est aussi liée au fait que nous nous informons de plus en plus numériquement et que nos émotions sont devenues le principal prisme. Si je peux me permettre, et cela a été très bien dit par mon voisin aussi à un moment donné, je trouve que l'arrivée d'Elon Musk, en fait, relance ce débat-là.
qui s'était un petit peu assoupi pour toutes les raisons que vous avez évoquées. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je vais le dire comme ça, la violence en fait verbale qui peut y avoir, bien sûr, dans le monde politique, mais pas que, en fait, est révélatrice de quelque chose. Et là, le fait que Elon Musk rachète Twitter avec la personnalité qu'il est, en fait, donc avec tout ce que l'on connaît autour du personnage, nous interroge, nous renvoie nous-mêmes à cette espèce d'espace public, cette agora, dans lequel, en réalité, on se dit, mais est-ce que demain, on va pouvoir tout déverser? Oui, alors je suis d'accord avec vous. La violence n'a pas attendu Elon Musk pour s'exprimer sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une décision, Thomas Brommersch, qui a été prise par Elon Musk, c'est de réintégrer 62 000 comptes qui étaient bannis, qui avaient été bannis pour des infractions répétées. Donc ça, c'est une des décisions qui a été annoncée par le nouveau patron de Twitter. Quel signal il nous, notamment le plus célèbre d'entre eux, Donald Trump, quel signal il envoie quand même en faisant ça? Que de nouveau, on peut dire tout et n'importe quoi. Alors vous nous dites que la modération ne fonctionnait pas, donc c'était peut-être déjà le cas, mais quand même, c'est le signal, c'est allez-y, lâchez-vous. Non, il se met clairement dans un signal, je veux réouvrir les vannes de la liberté d'expression, etc. Et il se met dans un bras de fer avec le RGPD, avec le DSA, avec les régulations européennes pour réaffirmer un free speech. Et il a besoin de symboles forts. Donc il vient avec des symboles forts, le vote sur Donald Trump, etc., etc. Donc ça, le bras de fer, il est très lisible et très clair. Et il va poser question, parce qu'il vient contre des régulations européennes. Il contrevient volontairement. Donc, on va les détailler, ces régulations. Mais je pense qu'il le fait aussi par provocation, pour provoquer de l'échange, de la discussion, de l'intérêt, du débat, de la surface, etc. Une recristallisation qui n'avait plus tellement lieu, qui est par ailleurs assez intéressante. Il le fait sur le mode provocateur. Et il le fait aussi pour rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas que la régulation qui peut marcher dans cet univers-là. Il s'agit de produits qu'on design. Code is law, ce que je mets dans le code, comment j'organise mon application, etc., est aussi très importante. Et le fait de rajouter 40 000 modérateurs est peut-être moins important que les règles qui sont au sein de l'application, qui sont embeddées dedans, etc. Et que c'est aussi un problème de design. Et c'est aussi un problème de code, c'est aussi un problème de manière d'organiser les choses. En tout cas, il a ce point de vue très fort. Et ça, on l'avait un peu oublié, où on avait pensé régulation, moyen de modération. Et on avait cru que Twitter était une institution. En Europe, on croyait que c'était un peu comme un ministère, etc., et qu'on allait lui appliquer des règles. On redécouvre que c'est une entreprise qui a un produit, un chief design officer qui est un peu taré et un peu mégalo et un peu c'est moi qui décide tout seul, etc. Ce qui nous pose des problèmes, et que en fait les sujets sont un petit peu à déplacer de la régulation à la gouvernance du design du produit. Et ça, je pense que ça peut interroger pas mal le régulateur dans les années à venir. Alors justement, on va parler du régulateur avec Alexandre Poussard, notamment au niveau européen, l'Union européenne qui vient de se doter d'une nouvelle loi pour mieux réguler les plateformes numériques. Et oui, cette nouvelle loi, c'est le DSA, vous en parliez, le Digital Services Act, en français le règlement européen sur les services numériques. C'est le grand chantier numérique européen depuis des années. Il a été voté cette année. Il sera appliqué début 2024. Le principe est simple, ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne, avec plusieurs objectifs de ce règlement: mieux protéger les citoyens de la violence en ligne, de la désinformation et mieux surveiller ces grandes plateformes. Concrètement, ce texte, il responsabilise les plateformes. Elles devront, par exemple, faciliter le signalement de certains comportements grâce à un outil visible sur l'application, retirer les propos condamnables par la loi et puis communiquer aux autorités les informations sur les auteurs de ces propos. Alors, ce qui est intéressant, si on rentre encore un peu plus dans le détail, c'est que ces obligations, elles varient en fonction des plateformes. Et oui, les règles sont encore plus strictes pour les très grandes plateformes comme Twitter. Elles doivent analyser les risques qu'elles génèrent chaque année sur la démocratie, le bon fonctionnement des élections ou encore les droits de l'homme. Elles doivent également fournir les algorithmes, les codes de leurs interfaces, mieux protéger les mineurs, et puis des mesures d'urgence peuvent leur être imposées en cas de crise, comme l'éclatement d'une guerre, par exemple, sur le sol européen. Alors, qui va surveiller ces plateformes et quelles sont les sanctions éventuelles? Alors, chaque État membre de l'Union européenne doit mettre en place une autorité numérique indépendante pour surveiller ces plateformes, faire respecter ce règlement. Par exemple, en France, c'est l'Arcom qui va se charger de cette surveillance. Mais pour les très grandes plateformes numériques internationales, c'est directement la Commission européenne qui assurera cette surveillance, avec des sanctions en cas de non-respect de ce règlement, notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires des entreprises mises en cause. Et puis, en dernier recours, une interdiction pure et simple
exemple, d'opérer en Europe. Donc, en un mot, le cadre européen est désormais fixé, clair, et ce cadre, eh bien, le Français Thierry Breton, le commissaire européen en charge de ces questions, il l'a rappelé à Elon Musk quand Elon Musk a annoncé le rachat de Twitter avec ce fameux tweet « L'oiseau est libre ». Thierry Breton lui a répondu sur Twitter « Oui, mais en Europe, l'oiseau volera selon les règles européennes ». Merci Alexandre. Marta de Cidrac, l'Europe, c'est le bon périmètre pour réguler Twitter ou même les réseaux sociaux en général? Oui, je pense que c'est un bon périmètre et je pense aussi qu'au sein de ce périmètre, chaque État peut aussi adapter spécifiquement, éventuellement, selon les réseaux, voilà, les mesures qui rentrent dans ce cadre européen. Mais je crois qu'effectivement, c'est la bonne échelle. Ouais. Thomas Huchon, est-ce qu'il faut forcément attendre l'Europe? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? Voilà, là, on est face à une vraie question de régulation d'un réseau social. D'ailleurs, on pourrait parler de média social, pour reprendre le terme américain, social media, parce que les mots ont un sens. Le terme média aurait un sens très différent en français. Ouais. Et je crois qu'Elon Musk est en train de nous montrer quelque chose un petit peu par l'absurde, par l'inverse. C'est-à-dire que son comportement complètement foutraque, mégalomane, qui diffuse n'importe quoi, et qui potentiellement fait un peu n'importe quoi aussi. Oulala, je vais perdre mon badge Twitter, mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'en fait, ça montre un truc, c'est que ces entreprises, elles peuvent changer. En fait, ces entreprises ne sont pas des monolithes, c'est pas l'Union soviétique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une réunion de tout le Comintern pour décider qu'on va changer un truc. Il y a la possibilité de les faire changer. Et en fait, je crois que Musk est en train de nous montrer qu'en fait, on peut changer les réseaux sociaux. Lui, il les change en pire. Il en fait un outil de division dans la démocratie. Il en fait un outil où il va donner la parole aux plus gros extrémistes. Il veut rappeler Donald Trump qui avait été banni après avoir, je vous rappelle, quand même appelé au coup d'État dans son propre pays. Hein. Donc on est quand même dans un truc qui est sidérant, quoi. Et ben en fait, il nous montre que ça peut changer. Et moi, je donc rêve... saisissons finalement le message au bon. Je crois il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le rapport de force que nous imposent les réseaux sociaux, les médias sociaux. En réalité, eh bien, ils ne comprennent que le rapport de force. Et donc, moi, il y a un truc, c'est que, mais on en a déjà discuté sur ce plateau, je crois, Thomas. Est-ce que ces médias, est-ce que ces tuyaux diffusent de l'information? Oui, la réponse est oui. Ils doivent être considérés comme des médias. Est-ce qu'ils éditorialisent cette information? Est-ce que ce que vous voyez, ce que voit Nicolas, c'est la même chose? Non, ils éditorialisent. Ils diffusent de l'info, ils éditorialisent. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent en le faisant? Oui, ce ne sont pas des tuyaux. Ce sont des médias. Il faut donc qu'ils soient responsables de ce qu'ils diffusent. Il suffit de changer un décret dans la loi. Il n'y a pas besoin de loi Avia, il n'y a pas besoin de l'Union européenne. Changeons un décret, montrons au monde ce qu'est le pays des Lumières. Montrons qu'en France, les réseaux sociaux seront considérés comme des médias et qu'ils devront respecter les mêmes règles que Public Sénat, que Le Monde, que d'autres. Moi, j'ai un peu peur quand je vois ce que l'Arcom n'arrive pas à faire face à des médias professionnels qui ont des chartes, des responsabilités, des choses très compliquées. On a vu des choses ces dernières semaines absolument aberrantes sur des émissions de télévision concurrentes. L'Arcom n'arrive pas à agir. Donc, il y a un moment... Qu'est-ce qu'elle va faire face à Twitter? Ça met beaucoup de temps, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une gamme de sanctions qui est progressive. Vous imaginez la différence entre des choses qui sont dites à la télévision et devant une grande audience, et ce que peut avoir comme conséquence la mécanique diabolique des algorithmes sur un réseau social. C'est-à-dire ce qu'on dit du temps différent de la régulation, de la sanction et de la diffusion du message, c'est 1000 fois plus exponentiel sur un réseau social. Donc je crois qu'il faut arrêter de considérer que ce sont des tuyaux. Et finalement, on réglera plein de problèmes. Marta de Cidrac, est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce que Thomas Huchon nous dit qu'il suffit d'un décret finalement pour rendre Twitter et les autres responsables. Leur donner un statut d'éditeur. Mais voilà, c'est ça, responsable des propos tenus par les usagers. Voilà. Alors, l'intention est bonne, l'intention est, je pense, partagée. Je crois que c'est un peu plus complexe qu'un simple décret. Pour plein de raisons. Vous l'avez tous rappelé, il y a 346 millions d'utilisateurs Twitter aujourd'hui. Aller derrière pour vérifier à l'échelle d'un pays véritablement ce qui est de l'ordre de l'information, du complot, enfin, je pense que c'est des... C'est Twitter qui le fera. C'est le média lui-même qui sera obligé de le faire. C'est Twitter qui le fera. Oui, mais avec... changeons la charge de la preuve. Bien sûr. Mais c'est ce qui était, je vous rappelle, proposé aussi dans le cadre législatif, qui n'est pas passé, justement pour cette raison-là. C'est-à-dire, qui va définir quel est le bon seuil, en fait?
Et donc, dès lors que c'est le média lui-même qui le fait, là, il va falloir véritablement définir ce qu'est une vraie information. Mais pardon, mais c'est le principe de la presse depuis toujours. Mais oui, on est responsable de ce qu'on diffuse. Mais là, on a des hébergeurs. Non, voilà. Mais ce ne sont pas des hébergeurs. Ça, c'est de la communication qui nous ont fait gober depuis 15 ans. C'est pas vrai. Alors Thomas Van Bremer, terminé, puis ensuite Thomas Van Bremer. Non. Nicolas, mais... oui, pardon, il y a trop de Thomas autour de cette table, c'est pour ça. Allez-y, terminez votre démonstration. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas de la volonté qui manque. Ce qui manque aujourd'hui quand même un tout petit peu, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque vous posiez la question de la réglementation européenne, je pense que c'est le bon vecteur. Je pense que c'est le bon vecteur, et chaque État membre, dans ce périmètre européen, peut effectivement amorcer plus vite, pas plus vite, etc. On peut en discuter, mais je pense qu'il faut que nous restions sur ce point-là, compte tenu, vous le dites vous-même, de la force de frappe qu'il peut y avoir à travers ces médias sociaux. Il y a véritablement, il ne faut pas que l'on se trompe en réalité. Première chose. Deuxième chose quand même, deuxième chose que je souhaite quand même aussi rappeler, c'est que il y a les utilisateurs de Twitter eux-mêmes. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous-mêmes, moi je suis sur Twitter, je pense qu'on est un certain nombre autour de cette table-là. On verra si on y est encore à la fin. On verra. Et il me semble qu'il est fondamental aussi, à un moment donné, que l'on soit conscient. Donc moi je ne suis pas, en fait, je trouve que c'est assez intéressant finalement ce débat que l'on a en ce moment-là, parce qu'en tant qu'usager, moi-même, je vous dis sincèrement, je me dis aujourd'hui, effectivement, vous voyez, un petit peu en rigolant, on se dit, est-ce que à l'issue de notre débat, on va tous être blacklistés ou on va enlever notre petit badge bleu, exactement. D'authentification du compte. Voilà, d'authentification, à voir. Mais vous l'avez toujours, on vient de vérifier, le badge bleu est toujours là. Mais le débat est réel. Donc je dis, derrière une bonne intention, il faut quand même que le vecteur soit opérationnel. C'est vraiment l'opérationnalité de la chose qui est importante. Nicolas Van Bremer, vous vouliez prendre la parole. Vous dites c'est pas un média comme les autres, c'est ça? Non, c'est pas des médias comme Public Sénat ou Le Monde. On ne diffuse pas des contenus sur les réseaux sociaux, ce sont des plateformes sur lesquelles nous, utilisateurs, on a des pratiques sociales qui passent par des échanges de contenu et qui demain d'ailleurs, dans l'évolution des réseaux sociaux, dans la logique plus interagie, de métaverse, etc., vont être de plus en plus des pratiques sociales. Donc ça n'est pas vraiment des médias. Je suis désolé, c'est pas juste un média de diffusion. Et c'est un média de diffusion. Sauf qu'il y a de plus en plus, pardon de vous interrompre, il y a de plus en plus d'utilisateurs pour qui c'est un média. Et parfois même, c'est le seul média. C'est le seul moyen de s'informer, soit via son cercle de proches. On y fait plein de choses. On y fait plein de choses. On s'y connecte, on s'y informe, on interagit, on sociabilise avec ses amis, etc., sur une plateforme. Donc c'est bien pas un média qui diffuse où il y a un éditeur. On peut pas le réguler comme ça. Et d'ailleurs, c'est le sens de la régulation du DSA qui est allé quand même dans une logique assez intelligente. Donc on peut pas faire cette analogie totale. Et évidemment, c'est d'une nature très particulière. Et c'est cette nature très particulière qui le rend difficile. Les gens, ils font des choses. Un produit séduit quelqu'un à Twitter. Un jour, il y a un mec assez malin, Jack Dorsey, qui a mis ça, et puis les gens se sont dit, ils s'en sont emparés, ils l'ont transformé, et c'est devenu ce que c'est devenu peu à peu, notamment énormément par l'énergie des utilisateurs qui en ont fait quelque chose. Nous, journalistes, politiques, mais surtout, monsieur, madame, tout le monde, se sont dit, mais tiens, on va détourner cet usage, on va en faire quelque chose d'autre, ça. Et donc, c'est très important, quand on régule, de comprendre la pratique qui va s'y développer, qui est infiniment plus riche que l'outil. Et Twitter ne peut pas tout. Et plus on contraint et on essaie de se dire c'est des médias et on va tout réguler parce qu'il n'y a que l'algorithme qui compte et tout est dans le pouvoir, etc., plus on oublie les utilisateurs. Et pour moi, la bonne régulation ou la bonne manière de pacifier les pratiques, elle va aussi beaucoup dans des pratiques d'éducation, d'accompagnement, des choses embeddées dans les plateformes à l'intérieur d'eux, des programmes d'information qui luttent contre les fake news, etc., et pas une vision très externe qui se dirait je suis un pouvoir politique, je suis un pouvoir médiatique, c'est un autre pouvoir, on se compare de pouvoir. Pardon Mathieu, mais pour l'instant, c'est pas le message que renvoie Elon Musk. Mais bon, non, et on peut pas le décharger de toute régulation. Il régule déjà. Il ne s'agit pas de le décharger de toute régulation. Les autres réseaux sociaux, les contenus, la nudité par exemple est régulée, est extrêmement régulée puisque vous faites bannir. Sur Twitter, non, ça je ne dis pas qu'il s'agit de bannir toute régulation. Justement, c'est le problème qu'avait soulevé Emmanuel Macron en interpellant Elon Musk, c'était comment on va protéger nos enfants, y compris des contenus pornographiques. On a fait des émissions ici qu'on peut trouver sur Twitter, qu'on ne trouve pas sur les autres réseaux sociaux. Mais sur les autres réseaux sociaux, le moins de contenu, vous mettez une statue, vous pouvez être banni. Donc ça veut dire que les moyens sont là pour réguler les contenus. Après, le problème, c'est qu'on a tous les moyens ne sont pas là. Et l'important, c'est qu'ils soient partagés justement avec l'espace public, qu'il y ait une gouvernance tierce. Meta, par exemple, a mis en place un oversight board
board, qui a qui a un pouvoir consultatif, qui travaille dessus, etc. C'est la maison mère de Facebook. Voilà, la maison mère de Facebook. Oui. Non, mais il y a des pistes qui semblent intéressantes, etc. Et évidemment, on peut aller dedans. Et ils ne sont pas tout puissants. Il ne faut pas croire qu'un réseau social serait tout puissant sur les contenus de manière générale. Il peut imposer un certain nombre de règles, il peut imposer un certain nombre de designs, mais les utilisateurs après agissent dessus, les transforment, les contournent, etc. Et donc c'est une régulation qui avance en permanence. C'est surtout un choc de liberté d'expression, parce qu'on n'a pas la même définition à travers le monde de la liberté d'expression. Et c'est uniquement ce problème-là, et c'est ce problème-là qui sont ces réseaux. D'abord en Indonésie, en France, aux Pays-Bas ou aux États-Unis, on n'a pas le même rapport à la nudité. Pourtant, ce sont des plateformes mondiales. Et donc, c'est évidemment éminemment compliqué. Oui, mais elles sont d'abord américaines, enfin les GAFAM en tout cas. On a des Chinois. Voilà, j'allais vous dire, on va pas parler des Chinois, mais donc c'est un peu le droit ou la culture américaine qui se sont imposés dans la façon de, justement, quand on dit la nudité, bah oui, la nudité est interdite. En revanche, des coups de feu, des scènes violentes, bah voilà, c'est un peu la même chose que dans le cinéma américain. Et le DSA, on vient y imposer des visions assez européennes, d'un socle commun européen de ce qu'est une pratique sur un réseau social et de comment on doit le gouverner. Et donc, je pense qu'on va dans le bon sens avec le RGPD et le DSA pour avoir un contre-pouvoir. En revanche, il ne faut pas oublier que ce sont des produits et que ce sont des entreprises faillibles parce que, Twitter était incapable, ne serait pas capable aujourd'hui de répondre au DSA, en vrai. N'est pas en mesure d'y répondre. C'est probablement l'institution représentante de l'intérêt des citoyens sur notre planète qui pose le plus de problèmes à la Silicon Valley. D'ailleurs, Facebook Mark Zuckerberg a dit à plusieurs reprises que si le RGPD plus le DSA était vraiment mis en place en Europe, il ne pourrait pas maintenir les activités de Meta sur le continent. Donc ça montre bien que vous avez raison dans le fait que, c'est ce qu'a dit M. Zuckerberg, il l'a dit. Oui, il l'a dit, oui, il l'a dit. Oui. Il y a une époque. Il l'a dit il y a moins d'un an. C'est quand même pas non plus dingue. Et j'en sais bien que depuis, il a plein de problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de ces espèces de déclarations d'intention qu'on a, nous, et de leur discours de communication. Ce sont des méga multinationales qui dominent le monde aujourd'hui. Ce sont parmi les 10 plus grandes entreprises de la planète. Nous avons les 5 GAFAM. Elles n'existaient pas il y a 20 ans, ces entreprises. Donc, elles nous posent un problème que nous n'avions pas auparavant. Même si tout existait avant, le racisme, ça existait avant Twitter, le complotisme aussi, ça existait avant Twitter. Mais on est obligé de constater que tous ces phénomènes de perturbation de la démocratie n'ont pas été limités par les réseaux sociaux, elles ont été amplifiées par ces plateformes. Tiens, un dernier exemple, pardon de vous interrompre. Qui vont très loin, excusez-moi. Un dernier exemple, juste avant de réintégrer Donald Trump, Elon Musk fait voter les utilisateurs de Twitter. 15 millions de personnes qui participent, 51,8% répondent oui au retour de l'ancien président américain. Réaction de Musk sur Twitter, évidemment. Le peuple a parlé, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, l'amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei, Marta de Cidrac. Bon, on peut trouver ça drôle, c'est ludique, sauf que c'est de la fausse démocratie. Enfin, vous voir le message que ça renvoie, quoi. Écoutez, fausse démocratie ou pas, je n'en sais rien. Sincèrement, c'est pas que je pratique la langue de bois. Donald Trump a été président des États-Unis. Oui. À un moment donné, il y a des Américains, on peut en penser ce qu'on veut, qui ont voté pour cet homme-là. Donc ça ne vous choque pas qu'il soit réintégré ? Non, parce que Elon Musk, en plus, ne s'est jamais caché de ses sympathies politiques. C'est une entreprise qui affiche... Après, je pense qu'il faut mais pardon de vous interrompre. Moi, je reviens sur le côté parodie de démocratie. On sait, Thomas Huchon le disait tout à l'heure, qu'il y a des robots, il y a des... Parmi ces 15 millions de personnes, ce sont des vraies personnes. Déjà, ça, on aimerait bien le savoir. À mon avis... Pardon, je vais terminer. Ils ne sont pas 15 millions. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous fassions attention aux contours réels. Et je pense que ce que met en place l'Union européenne, on peut en penser ce qu'on veut, on peut penser que ça ne va pas assez vite et assez fort, mais je pense que c'est le bon vecteur. Je me répète, pardonnez-moi. Non, mais c'est important. Je pense qu'il est nécessaire en réalité qu'on s'intéresse véritablement au contenu et les mesures justement que l'Union européenne met en place pour protéger en fait l'espace européen et donc le citoyen européen. Et pour moi, c'est vraiment ça, en réalité, le vrai chemin à prendre aujourd'hui. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Le débat est terminé. Mais c'est bon signe. C'est bon signe. Ça prouve que c'était dense. Je rappelle le titre de votre livre, Thomas Huchon, Anti-Fake News, coécrit avec Jean-Bernard Schmitt et donc publié aux éditions First. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain et votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne. Bonjour chez vous. Oriane Monsigny reçoit Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement national. Belle soirée à toutes et à tous.